2005, retrait unilatéral effectivement d'Israël de la bande de Gaza. 2006, élection d'ailleurs qui était assez surprenante à l'époque, Laurent Aubin. Le Hamas arrive au pouvoir sur cette même bande de Gaza. Que peuvent-ils faire aujourd'hui les Israéliens? Des voix effectivement commencent à envisager des frappes sur l'Iran. D'autres disent il faut reconquérir, il faut retourner à Gaza. Est-ce que ce sont des scénarios envisageables? Tout est envisageable, mais je reviendrai sur une intervention du patron du Mossad il y a un mois, pratiquement jour pour jour. Il a donné une conférence dans un centre universitaire au nord de Tel Aviv, en s'adressant directement à l'Iran, sur tous les niveaux. Il a fait une liste des attentats, des tentatives d'attentats organisés par les services iraniens un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, etc. Il a parlé de la bombe, évidemment, et il a dit clairement que à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là, il y avait des adresses, il y avait des noms, et que tout le monde en Iran était ciblé, connu. Voilà, c'est une manière de répliquer, de menacer. Après, ça fait des années, et les semaines qui nous précèdent, il y a pratiquement chaque semaine, il y a une usine qui saute, une usine d'armement qui explose, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Il y a des hommes politiques, il y a des savants, il y a des militaires. Je vous interromps un instant, Laurent, parce que vous découvrez ces images. Ce sont des images en direct de la bande de Gaza et vous entendez surtout, et on va en parler avec vous, Pierre Servant, les impacts sur cette bande de Gaza. Vous voyez les volutes de fumée au loin. Il y a clairement des bombardements ciblés, importants, massifs, même sur la bande de Gaza en ce moment. C'est ce qu'on découvre. Ce qui me surprend, c'est que les lumières sont pas éteintes, donc le courant n'a pas encore été coupé. Il y a beaucoup de groupes électrogènes à Gaza. Ah oui, mais alors et là, on voit les quand frappes même. Enfin bon. Comment dire? Oui, évidemment. Le problème, c'est que le Hamas a coutume de planquer ses structures de production de missiles ou d'armement, ou les stocks de missiles anti-chars de fabrication russe, Kornet, qu'ils avaient utilisés dans les guerres précédentes, dans des habitations civiles. Et donc évidemment, et là aussi, ça fait partie du piège tendu pour pouvoir dire demain, regardez, les Israéliens ont détruit des habitations civiles, ont tué des... Voilà, et donc finalement, c'est dent contre dent. Voilà, donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, ces frappes ont lieu contre des objectifs de nature militaire. Et pour revenir à ce qui a été dit par rapport à l'Iran, Israël frappe l'Iran, ou plutôt des intérêts militaires iraniens en Syrie, toutes les semaines. Et depuis 2011-2012, justement pour couper les approvisionnements qui passent par la Syrie. Et là, par rapport à ce qui pourrait se passer, l'intensification de la réplique israélienne, elle peut se passer en Syrie, en visant encore plus précisément soit des intérêts du Hezbollah, soit les intérêts iraniens. Alors jusqu'à présent, Israël, l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne visait les flux logistiques, justement, les flux de missiles qui allaient passer plutôt au Hezbollah et qui pouvaient après se retrouver dans la bande de Gaza. Et donc vous pouvez avoir une intensification aussi de ce qui se passe en Syrie. La Syrie, qui par ailleurs est elle-même encore dans une situation d'une très grande complexité, avec des acteurs comme la Turquie, la Russie, les États-Unis, la France aussi d'ailleurs. Alors, quelle réponse d'Israël? On commence à la découvrir. On l'a découvert déjà il y a 30 minutes avec la destruction. Il faisait encore jour sur la bande de Gaza de 3 immeubles de la tour Palestine, très symbolique de cette bande de Gaza. Et là, on l'entend, on le voit, Général Richoux. C'est un feu nourri. On entend ces missiles, et peut-être que vous avez d'ailleurs des informations qui vous parviennent en ce moment. Non, que sont ces 3 lumières? Est-ce qu'il s'agit d'hélicoptères peut-être qui sont... Où ce sont Pierre Servant, Général Richoux? Non, parce qu'elles sont fixes. Alors, on voit le roulement. On entend en tout cas le roulement de ces... Juste un mot. Oui. Les bombardements de ce style existent sur la bande de Gaza à chaque opération. 2006, depuis l'élection du Hamas dans la bande de Gaza, depuis le début de toutes les opérations, plomb durci, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais rien arrêté. Oui. Donc honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont taper là. Bon, en tout
tout cas, c'est... Je suis sincère, je ne sais pas. C'est une riposte. Je suis d'accord, sur le plan symbolique, c'est très important pour montrer à la population israélienne qu'on riposte, etc., et au monde entier d'ailleurs, qu'on n'est pas les bras ballants. Sur le plan militaire, j'ai des doutes sur les résultats. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses quand même qui doivent être durcies, les stocks doivent être étalés. Alors je ne dis pas qu'ils ne ciblent rien du tout, ça c'est possible, mais à un moment donné, si vous voulez résoudre le problème, il faut aller sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, c'est vraiment très très compliqué. On l'a dit, c'est 2 millions, c'est parmi les populations les plus denses, c'est des milliers de possibilités d'embuscades, et peut-être même ont-ils préparé ce terrain pour les accueillir s'ils arrivent. Et on sait très bien que le combat en localité, c'est extrêmement dévoreur d'hommes. Donc moi je ne les vois pas, ils peuvent aller faire un raid pour aller tuer quelqu'un par exemple, mais très difficile de tenir cette zone-là. Après ils seront obligés de se retirer, sauf alors là effectivement soit à raser et puis à vouloir reprendre contrôle de la bande de Gaza. Mais là sur le plan je dirais des effets, ils risquent ensuite d'avoir des effets démultipliés par rapport à ce qu'ils ont voulu, aux objectifs qu'ils ont voulu atteindre. Et avant cela, il faut s'assurer pour Israël qu'il n'y ait plus de terroristes du Hamas sur le sol israélien, puisque d'après les dernières informations, il reste quelques dizaines, peut-être même 200 à 300 combattants du Hamas qui sont autour de la bande de Gaza, dans des kibbutz. On les a vus effectivement dans la ville, qui est une ville importante de Sderot. On va retrouver Nicolas Rouget, journaliste indépendant, qui est à Eletz, justement à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où en est l'opération de Tsahal pour reconquérir les lieux qui ont été envahis dans la journée par le Hamas. Alors le gouvernement israélien a promis d'inonder le territoire avec des centaines de soldats. C'est le cas, on a vu des transports de troupes aller continuellement depuis le début de la journée vers ce qu'ils appellent l'enveloppe de Gaza, donc la région autour de Gaza. On a je reviens de Sderot, j'étais juste à Sderot il y a seulement quelques minutes. Ce sont des soldats jeunes qui arrivent par bus entier, des bus réquisitionnés de la compagnie publique. Ils sont très très bien équipés, mais on ressent tout de suite dans les conversations qu'on a avec eux, mais aussi juste en voyant la façon dont ils se comportent, qu'il y a une peur, il y a une ignorance du combat qui est très très nette. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est une impression aussi que les journalistes israéliens ressentent eux aussi quand ils sont au combat de ces soldats, au contact de ces soldats, pardon. Ce qu'on voit en face, par contre, ce sont des militants du Hamas qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup mieux entraînés que ce qu'on aurait pu croire. En tout cas, les Israéliens croyaient eux-mêmes de l'adversaire à laquelle ils avaient affaire. Oui, on a l'impression que ce rapport de force dont on a l'habitude dans la région et qui était généralement à l'avantage de Tsahal, s'est inversé dans la journée avec des combattants du Hamas qui étaient parfaitement organisés face à Tsahal qui a eu l'air complètement désorganisé, en tout cas une partie de la journée. Totalement. Et maintenant, c'est évidemment l'analyse qui va devoir ressortir. C'est l'introspection qui est déjà dans toutes les têtes israéliennes. Tous les gens à qui j'ai parlé pendant la journée se sont demandé où était le gouvernement. On leur avait dit qu'il y avait des manœuvres du Hamas de l'autre côté de la clôture de séparation. Où était-il? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas entendus? Évidemment, c'est une question à laquelle Benjamin Netanyahou et son gouvernement actuel, qui est déjà sous le feu de la critique interne et internationale, à laquelle va devoir répondre son gouvernement. Il n'y a pas vraiment d'indication qu'Israël n'avait pas les moyens techniques ou le renseignement humain pour pouvoir avoir vent, en tout cas, des plans du Hamas. C'est vrai que ça repose l'équation d'une façon totalement nouvelle. Dernière question, Nicolas Rouget. Dans quel état sont les habitants que vous côtoyez? Vous dites que vous rentrez de Sderot. Sderot, aujourd'hui, a vu avec stupeur des combattants du Hamas arriver dans la rue, tirer parfois sur des passants, tirer sur des voitures, par surprise. Dans quel état sont les habitants que vous côtoyez? Je rappelle que vous êtes à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Alors, les Israéliens, très clairement, sont sous le choc. Les habitants sur le terrain sont sous le choc.
c'est un peu difficile dans les zones de conflit comme ça, quand ça se passe, quand il y a une attaque de cette façon-là, quand c'est encore en cours. Je pense qu'il y a souvent un mécanisme d'autoprotection qui prend le relais. Donc on voyait encore dans la ville, malgré le fait qu'on entendait encore des tirs à côté du poste de police, qui était encore contrôlé par le Hamas quand j'y étais, on en voyait encore des gens revenir de la synagogue, même se balader juste pour voir dans quel état était leur ville. Par curiosité d'un certain côté. Alors qu'à côté, des militaires disent que vous allez vous faire canarder et qu'il faut absolument rentrer, se couvrir, et ainsi de suite. Alors c'est un peu difficile. La population est sous le choc. Très clairement, c'est pourtant une population aguerrie. Ils sont habitués au fait qu'il y ait des roquettes. Ils sont habitués à leur proximité de Gaza. Et donc, ce n'est pas vraiment entièrement nouveau pour eux. Ils savent où ils habitent, dans quel contexte difficile ils habitent. Donc, à voir maintenant comment va être le jour d'après. Je pense que demain matin, quand le jour va se lever et que l'offensive sera finie, les gens vont commencer à voir quels sont les vestiges, quelles sont les questions qui se posent, quelles réponses le gouvernement peut apporter. Et à ce moment-là, on pourra vraiment prendre le pouls de la population israélienne. Aujourd'hui, tout le monde est soudé autour de l'effort militaire qui est de sortir les derniers militants du Hamas qui restent encore sur le territoire israélien. Et on continuera à le suivre, notamment avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Rouget, journaliste indépendant à Eilat, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. On rappelle effectivement que du vendredi soir au samedi soir, c'est Shabbat. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont découvert, qui avaient laissé leur téléphone portable ou leur télévision, qui ont découvert à la tombée de la nuit, c'est-à-dire il y a environ 1 heure ou 2, ce qui s'était passé aujourd'hui, Lucas Manger. Oui, j'imagine que quand même les nouvelles ont dû circuler malgré le Shabbat, et effectivement pour beaucoup d'Israéliens l'habitude de ne pas allumer la télévision. Ce qu'il y a aussi, c'est ce que disait ce journaliste à l'instant, Nicolas Rouget, c'est que il y a et c'est là que le Hamas a été très fort, c'est qu'il a utilisé une forme d'habitude qui s'était répandue dans toute cette région, Ashkelon, Sderot, les nombreux kibboutz, un qui a été attaqué ce matin qui s'appelle Nahal Oz, qui sont juste à côté de la bande de Gaza. Il y a une habitude qui s'est installée depuis en gros 2005 de tir de roquettes. Alors les gens, voilà, il y a une alerte, ça fonctionne relativement bien. Les gens sont en train de faire leurs courses, ils vont ou pas dans un abri. Certains préfèrent rester à l'extérieur, mais ont souvent des abris chez eux, ont des réserves. Il y a une habitude qui s'était installée depuis des années. Une habitude aussi de bombardement sur Gaza, comme les images que vous montriez à l'instant, qui sont des répliques habituelles de l'armée israélienne contre la bande de Gaza. Ces habitudes qui ont été prises, y compris par nous tous, quand on couvrait ce genre d'événements, de tirs de roquettes, abri, on ressort, et puis le lendemain, d'une certaine manière, c'est terminé. On a l'impression que là, on est entré dans autre chose, dans complètement autre chose, et que le Hamas a peut-être utilisé cette forme d'habitude qui a émoussé le sentiment de danger permanent dans lequel vivaient peut-être les Israéliens avant. Il y a des gens qui s'installent à Sderot, il y a des universités, on n'est pas au bout du monde du tout. Hein. Ce sont des grosses villes au bord de la bande de Gaza dans lesquelles on a l'habitude d'avoir des roquettes qui pleuvent. Eh bien, le Hamas, là, a pris tout le monde de court avec une opération d'une envergure spectaculaire.